Il peut s'agir de pas grand-chose en fait, des éléments parfois qu'elles prennent dans des articles de presse, mais souvent ce sont soit des dénonciations qui peuvent venir d'un concurrent, d'un tiers, et parfois même de l'entreprise elle-même, on y reviendra peut-être, mais les entreprises ont intérêt à s'auto-dénoncer si elles veulent gagner des points de crédit avec les autorités. Mais ça peut être aussi dans des dossiers dans lesquels d'autres entreprises sont parties, et à l'occasion des enquêtes dans ces dossiers, le nom d'une société tierce apparaît et les autorités s'y intéressent. Très large, et c'est vraiment un des problèmes de fond de ce sujet, c'est que, en gros, on peut dire que pour les Américains, tout ce qui a transité par les États-Unis, que ce soit des fonds, que ce soit des contrats, que ce soit des correspondances, leur donne compétence. C'est aussi tout ce qui a un effet aux États-Unis. C'est-à-dire que même si les actes considérés ne se sont pas produits aux États-Unis, mais ailleurs, entre deux entreprises étrangères, donc dans un pays étranger, avec des intervenants étrangers, si ça porte des effets aux États-Unis, elles se déclareront compétentes. Et enfin, mais c'est pas la moindre des choses, last but not least, l'utilisation du dollar, puisque les autorités américaines considèrent que toute utilisation d'un moyen situé aux États-Unis, donc moyen d'échange, soit de correspondance, soit d'argent, le dollar, leur donne compétence. On ne le sait pas en réalité. La société reçoit cette lettre d'une autorité disant nous avons des raisons de penser que vous avez peut-être commis quelques manquements ou quelques violations à nos lois. Est-ce que vous acceptez de coopérer ou pas? À ce moment-là, on ne sait pas du tout ce qu'elles ont dans le dossier. Mais dans mon expérience, lorsque la lettre est écrite, il y a déjà un dossier qui est constitué chez ces autorités. Tout commence par la lettre que l'entreprise reçoit des autorités américaines disant « Nous avons des raisons de penser que vous avez violé la loi. Acceptez-vous de coopérer ou pas ?» La première chose que l'entreprise fait, c'est prendre un cabinet d'avocats qui va, pendant toute cette procédure, avoir un double rôle. L'assister dans l'enquête interne qu'elle va devoir mener et la défendre auprès des autorités. Donc ce cabinet d'avocats va expliquer à l'entreprise ce que c'est que cette coopération en détail. Et à l'issue de cette explication, l'entreprise va décider de coopérer. Il n'y a pas d'exemple de société qui n'a pas coopéré, tout simplement parce que ce qui est implicite, c'est que si vous ne coopérez pas, vous allez commencer à avoir beaucoup d'ennuis avec beaucoup d'autorités aux États-Unis et probablement ne plus pouvoir exercer votre activité aux États-Unis comme vous le faisiez jusque-là. Donc, on prend un cabinet d'avocats. Première chose que le cabinet d'avocats va faire, c'est prendre contact avec les autorités pour dire « mon client accepte de coopérer » et négocier le périmètre de l'enquête qui va commencer. Pourquoi c'est important? Parce que les autorités ont tendance à viser très large. Elles vont vouloir que, par exemple, l'ensemble du groupe fasse l'objet d'une enquête sur l'ensemble des territoires sur lesquels il est présent, dans l'ensemble de ses activités et sur une durée longue, par exemple 10 ans. Les avocats vont défendre en disant c'est beaucoup trop large, c'est beaucoup trop long, ça va coûter énormément d'argent et prendre énormément de temps. C'est donc inefficace. Je prends un exemple, s'il y a une allégation de corruption dans un pays du sud-est de l'Asie, les avocats vont dire on va enquêter sur ce pays, sur la division qui est impliquée dans cette affaire de corruption alléguée, et sur les 5 dernières années. Et puis, si on trouve des choses qui sont plus graves que ça, on en reparlera avec vous, Madame l'autorité, et ensuite on verra s'il y a lieu d'étendre l'enquête ou pas. Mais ne commençons pas avec des filets qui vont ratisser trop large, commençons autour d'une première négociation. Ensuite, on va commencer l'enquête interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que les avocats recrutent un cabinet de forensic analysts, c'est-à-dire des entreprises qui vont littéralement récolter toutes les informations au sein de l'entreprise qui concernent le périmètre qui a été défini. Ça veut dire tous les emails, ça veut dire tous les contrats, toutes les correspondances, tous les dossiers, et dans certains cas, notamment dans les banques, les enregistrements des discussions dans les salles de marché, etc. Donc, ces forensics ramassent tout,
et à l'aide de logiciels très sophistiqués et de mots-clés, on va réduire cette masse de centaines de millions, parfois de milliards d'informations, à quelques milliers sur des critères de pertinence par rapport à l'enquête et à ce qui est reproché à l'entreprise. Pourquoi est-ce que ce sont les avocats qui recrutent ces forensics? C'est parce que comme cela, tout le travail qui est fait par les forensics est fait pour le compte des avocats et donc est soumis à la confidentialité. Tandis que si l'entreprise les recrutait directement, eux n'étant pas une profession protégée par le secret professionnel, les autorités pourraient avoir accès à tout. Donc les avocats récoltent tout cela et là commence l'analyse de tous ces documents. Donc les avocats qui vont tout lire et qui vont rapporter à l'entreprise qui est leur client ce qu'ils ont trouvé. Voilà, alors il y a, en effet, il semble qu'il y a un problème à tel endroit, regardez ces échanges de correspondance, regardez ces virements de fonds, etc. Une fois que la discussion a eu lieu avec l'entreprise, les avocats vont rapporter aux autorités ces éléments, en disant, ben voilà ce qu'on a trouvé. Ensuite, va s'instaurer, ça peut durer quand même un certain nombre de mois, et ensuite va s'instaurer avec les autorités, une fois que le dossier est fini, la négociation sur les sanctions. Est-ce que l'entreprise plaide coupable ou pas? Est-ce qu'elle va payer une amende? C'est toujours le cas. Si oui, de combien? Il peut y avoir des différences extrêmement importantes entre ce que les autorités souhaitent et ce que l'entreprise se sent prête à payer. Est-ce qu'elle va avoir besoin d'un monitor, c'est-à-dire quelqu'un qui, pendant quelques mois, quelques années, va s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par l'entreprise. Et puis ces engagements proprement dit, c'est quoi? C'est la vertu, c'est la conformité, c'est faire en sorte que tout le monde au sein du groupe a bien compris que c'était très mal et qu'il fallait plus le faire. Et dernier point, qui n'est pas sans intérêt non plus, quelles sont les têtes qui vont tomber? Car de plus en plus, dans ces enquêtes-là, on se rend compte qu'au bout du compte, les autorités souhaitent que les responsables soient limogés. Et non seulement les responsables directs, ceux qui ont appuyé sur le bouton noir, si je puis dire, mais leurs supérieurs, et très haut dans la hiérarchie, considérant que même s'il n'est pas démontré qu'un cadre dirigeant savait pertinemment que tel ou tel fait était commis, le fait qu'il n'ait pas suffisamment contrôlé ou mis en place des instruments de contrôle engageait sa responsabilité et que lui aussi doit dégager. Au bout de tout ça, on a un accord qui est signé par l'entreprise et par les autorités, qui va être publié et qui contient aussi, ça c'est une des petites astuces un peu perverses de ce système, qui contient des dispositions qui interdisent à l'entreprise de le contester, de le commenter ou de le critiquer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur les faits et le fait qu'on va payer, je dis bien les faits et le fait qu'on va payer, pas la culpabilité. Parce que dans la plupart des cas, en tout cas, les avocats se battent bec et ongle pour qu'il n'y ait pas de reconnaissance de culpabilité, que ce soit simplement une transaction. On nous a reproché ça, on conteste pas que certaines choses sont passées, on conteste notre culpabilité pénale, on accepte de régler tout ça par un chèque. Bien. Et donc, ce dispositif-là, on ne peut plus y toucher, ce qui fait, c'est très embêtant, parce que lorsque l'entreprise est traite devant une autre juridiction, sur des faits qui sont ceux-là, elle ne peut plus rien dire, on va lui opposer ce qu'elle a convenu avec les autorités américaines, et elle ne peut pas dire « oui, mais il faut nuancer ça », elle ne peut plus commenter. La première chose à faire, c'est de choisir son avocat. Il faut donc que ce soit un cabinet d'avocats, évidemment compétent dans la matière, compétent dans la juridiction concernée, et qui ait l'habitude de ce genre d'enquête. Parce que les entreprises, en général, n'ont pas l'habitude de ce genre d'enquête. Et dans mon expérience, elles sous-estiment toujours le temps que ça va prendre, l'argent que ça va leur coûter, et les perturbations que ça va causer au sein de l'entreprise, à peu près tous les niveaux. Donc, il faut qu'elles prennent un bon cabinet d'avocats tout de suite, et dès la première réunion, ces avocats vont expliquer à l'entreprise ce que c'est que ce processus de coopération, comment ça marche, quelles en sont les conséquences, et combien de temps à peu près ça va durer, etc. Alors c'est très difficile pour l'avocat au début d'avoir une estimation fine, puisqu'il ne sait pas
par définition ce qu'il va trouver dans l'enquête interne, mais en tout cas, il est important d'alerter l'entreprise sur ce que ça signifie. Et expliquer le processus de coopération, ça veut dire aussi faire comprendre aux entreprises qu'on ne pourra rien cacher de ce qu'on va trouver. Et ça, c'est pas dans notre culture en France. Alors, c'est une très bonne question. Il y a deux raisons essentielles. C'est que aller devant le juge aux États-Unis, c'est aussi aller devant un jury populaire. Et ça, ce dont on est certain, c'est que ça va être long, c'est que ça va être cher, et que le résultat est totalement aléatoire. Parce que lorsqu'on est, par exemple, une banque et que l'on est dans le cadre des subprimes, prendre le risque d'aller devant un jury populaire, expliquer comment les instruments complexes, les produits dérivés ont été construits, à quoi ça servait, etc., c'est prendre un risque considérable. Il y a ça, mais surtout, il y a que si on ne coopère pas, les conséquences peuvent être très graves pour l'entreprise sur son activité propre. Il y a eu une banque anglaise, la Standard Chartered Bank, qui a refusé de coopérer et qui, dans les semaines qui ont suivi, ont reçu une lettre du régulateur bancaire de New York, le New York Department of Financial Services, disant « Vous avez 15 jours pour nous expliquer pourquoi on ne devrait pas retirer votre licence bancaire. » C'est-à-dire, pour une banque internationale, le suicide, ni plus ni moins. Parce que pas de licence bancaire américaine veut dire pas de transaction en dollars, pas de transaction en dollars veut dire fin de la banque. Donc, évidemment qu'ils se sont mis à coopérer. Et en réalité, tout le processus de ce qu'on appelle les enquêtes, des deals de justice, repose sur le lien entre l'entreprise et le marché américain. Et donc, le sous-jacent, c'est toujours, si vous voulez continuer à faire des affaires avec les États-Unis ou en dollars, vous devez coopérer. Et donc, toute entreprise qui fait du commerce international n'a en réalité pas d'autre choix que de coopérer si elle veut continuer à faire des affaires avec les États-Unis, qui est le premier marché du monde. Donc voilà. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est la reconnaissance de culpabilité. Parce que si, dans le cadre de la transaction avec les autorités américaines, une entreprise reconnaît sa culpabilité, ça veut dire une culpabilité pénale. Ça veut dire que l'entreprise reconnaît être un délinquant, un criminel. Et par conséquent, il y a toute une série de conséquences qui se mettent en place, et notamment, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui, dans leur statut, ont l'interdiction d'investir dans des sociétés qui ont été reconnues pénalement responsables. Et donc, si une société reconnaît qu'elle a été pénalement responsable de quelque chose, elle risque de voir un bon nombre d'actionnaires vendre ses titres, qui vont donc baisser en valeur. Un certain nombre d'entreprises ou de collectivités publiques qui vont refuser de traiter avec elle parce qu'on ne traite pas avec un criminel. Hein. En gros, c'est ça le fondement. Donc, les conséquences peuvent être extrêmement lourdes. C'est pour ça que toutes les entreprises se battent pour éviter cette reconnaissance de culpabilité. On y arrive dans la plupart des cas, mais pas dans tous les cas. C'est une question très importante. Beaucoup de sociétés non américaines se posent ce genre de questions. Alors, il faut être très clair. Les avocats américains sont comme tous les autres avocats, ils défendent leurs clients et que leurs clients. Je ne connais pas d'avocats, alors il y en a peut-être, mais ce sont des scélérats et il faut les sanctionner immédiatement, qui jouent un double jeu. Les Américains ne font pas exception à la règle. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression? Il y a en fait deux raisons. D'abord, le rôle de l'avocat dans l'enquête. À partir du moment où l'entreprise accepte de coopérer, mais c'est son choix, hein, elle ne peut pas coopérer à moitié ni à 99%, elle doit coopérer à 100%. Et donc l'avocat, qui est l'instrument de l'enquête, doit trouver tout ce qui se rapporte aux faits allégués, les rapporter à son client bien sûr, mais au nom et pour le compte de son client, le rapporter aux autorités. C'est ça que le client accepte quand il accepte de coopérer. Donc les avocats vont chercher partout, et ils vont mettre une certaine pression sur l'entreprise et sur ses cadres pour trouver ce qui s'est réellement passé.
Cette pression peut être mal vécue, en effet, par les entreprises qui se disent ben, « vous êtes mon avocat, enfin, comment ça se fait que vous me posez des questions de façon aussi directe, aussi brutale, etc. » C'est une question de culture. En effet, on n'est pas habitué dans la culture de droit romain à avoir un avocat qui vous pose des questions difficiles. Donc il y a cet aspect-là des choses, puisque votre avocat va vous poser des questions, même embarrassantes, et qui va ensuite rapporter la réponse avec votre accord, mais quand même aux autorités. Or, c'est ça l'essence même de la coopération, sinon il faut aller devant le tribunal et se battre, et à ce moment-là, on n'a aucune obligation d'aller chercher tous les détails. Le deuxième point qui est important, c'est que il y a des gens qui disent « oui, non, mais les avocats américains ne sont pas suspects par eux-mêmes », mais les lois américaines permettent aux autorités américaines d'aller siphonner des informations sur les serveurs situés aux États-Unis, et donc il y a une fragilité à ce niveau-là. Ça, c'est exact. Et c'est la raison pour laquelle les cabinets américains, en tout cas ceux que je connais, et qui sont de premier plan, ne localisent pas les informations qu'ils récoltent dans le cadre de ces enquêtes dans leurs serveurs américains, mais dans des serveurs dans des pays protégés, comme par exemple la France. Et par conséquent, là, les autorités américaines n'ont pas le droit d'y accéder, et ces informations sont à l'abri, et ce sont donc bien seules celles qui sont pertinentes dans le cadre de l'enquête qui sont communiquées aux autorités américaines, et encore une fois, avec l'assentiment des entreprises elles-mêmes. La loi de blocage, elle n'est pas tout à fait suffisante aujourd'hui. Elle n'est pas respectée par les autorités judiciaires américaines, qui considèrent qu'elle n'a pas été réellement appliquée en France et que donc c'est plutôt une loi self-service qui permet aux entreprises de l'utiliser quand elles veulent. Elle est utile pour s'opposer à des demandes, notamment d'autorités administratives qui ne sont pas fondées, mais je pense que nous aurions tout intérêt à la modifier pour en rendre le champ d'application un peu plus restreint, parce que là, elle couvre absolument tout et n'importe quoi, mais en revanche, pour qu'elle soit plus effectivement sanctionnée par les autorités françaises lorsqu'elle n'est pas respectée. Il n'y en a qu'une en réalité, elle est très simple, c'est prendre la conformité très au sérieux. C'est l'objectif ultime des autorités américaines, mais aussi les françaises, anglaises, européennes, que l'entreprise intègre dans son ADN qu'il y a des choses qu'on ne fait plus et qu'il faut être extrêmement vigilant sur ses propres errements. Et donc, ce n'est pas simplement créer un département conformité dans un coin qui va faire des séances de formation d'une demi-heure de temps en temps. C'est vraiment que du haut en bas de la hiérarchie, les participants à l'entreprise soient convaincus qu'on ne peut pas jouer avec la loi et qu'il faut donc empêcher toute violation avant qu'elle ne soit commise.